Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, France-O, France Info et TV5 Monde pour vivre la 14e cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a lieu comme chaque année dans les jardins du Luxembourg, c'est au cœur de Paris et c'est là que nous nous trouvons pour cette édition spéciale. Karine Zabulon, bonjour. Bonjour Oriane Mancini, bonjour à tous et bienvenue aux téléspectateurs des premières, notamment en Martinique ou encore à La Réunion. Cette édition spéciale, vous pourrez la suivre également sur les réseaux sociaux de La Première et sur le site internet lapremière.fr. Avec nous sur ce plateau, Arnaud Benedetti, directeur de la revue politique et parlementaire, mais également François Durper. Bonjour messieurs, bonjour. On vous retrouve dans un instant. Bonjour Karine, bonjour Oriane. Et pour nous faire vivre cette cérémonie au plus près, nous allons retrouver tout au long de cette édition spéciale nos deux journalistes, Sandra Cerquera pour Public Sénat et Martin Baumer pour France Info. Martin Baumer, vous êtes avec le député de Martinique, Serge Letchimy. Martin. Ah oui, avec Serge Letchimy, député de la Martinique. Monsieur Letchimy, le président de la République, ne va pas tarder. Il n'était pas là l'année dernière, il est là cette année. C'est important que les présidents continuent de venir ici pour commémorer l'abolition de l'esclavage. C'est fondamental parce que c'est au plus haut niveau qu'il faut avoir à la fois cette célébration, cette reconnaissance et aider à une prise de conscience collective au niveau national. Même s'il n'y a pas d'annonce, c'est symbolique plus qu'autre chose ? On verra. Vous savez, il y a un long chemin à faire. C'est pas parce que nous célébrons de manière avec un rituel du 10, mais nous faisons cela en Martinique le 22, dans chaque département, dans chaque région, qu'on efface comme ça de la mémoire une abomination telle que l'esclavage et la colonisation. Donc c'est un moment fort, mais c'est un moment qui devrait nous permettre de continuer à œuvrer pour à la fois reconnaître les différences de chacun et accepter la fraternité la plus ouverte possible. L'enjeu, enfin, c'est le devoir de mémoire. Que faut-il faire davantage pour que les jeunes soient davantage sensibilisés ? Je pense que la France devrait mettre en œuvre une politique de la reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, c'est simplement reconnaître l'autre à travers sa différence. Nous sommes une société, un pays multiculturel, mais la France ne sait pas qu'elle est multiculturelle. Donc c'est ça qui va nous permettre de vivre ensemble, à la fois ceux qui sont nés ici, ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent d'autres horizons, ceux qui viennent des Antilles. Il ne s'agit pas d'une réparation symbolique par l'argent, il s'agit d'une réparation par la reconnaissance des êtres dans notre dignité et dans notre humanité. Merci Serge Letchimy, député de la Martinique. Merci Martin, on vous retrouve dans un instant. François Durper, justement, que faut-il attendre du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Y aura-t-il ou pas des annonces selon vous? Alors il y aura probablement cette annonce de la Fondation reconnue d'intérêt public. Donc c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle histoire dans cette commémoration qui commence, présidée, on recevra tout à l'heure par Jean-Marc Ayrault. D'abord avec des moyens, un capital, un budget, avec un message. Serge Letchimy parlait à l'instant de cette pédagogie de la diversité à faire, un récit français qui se renouvelle par l'ouverture à différents héritages, une France résolument au sein d'une histoire qui est désormais mondialisée, qu'on sait mondialiser, et puis également des actions dans le domaine de l'éducation, de la culture, mais il faut laisser au chef de l'État le soin d'annoncer tout cela, mais probablement là peut-être un discours qui ne sera pas très technique, mais en tout cas le début d'une nouvelle ère dans cette reconnaissance dont parlait à l'instant Serge Letchimy. Arnaud Benedetti, vous nous parliez de l'importance de l'histoire pour Emmanuel Macron. Est-ce que ce discours, selon vous, sera uniquement centré sur le 10 mai et sur cette histoire de l'esclavage, ou est-ce qu'on peut attendre une tonalité plus politique de la part du chef de l'État ? On peut s'attendre récemment à une tonalité politique. Vous savez, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a l'habitude finalement de produire un discours quand il parle de l'histoire qui a toujours une référence par rapport au présent. Je rappellerai quand même, et c'est très important, que lorsqu'il a été élu, Emmanuel Macron s'est retrouvé au Louvre face à la pyramide du Louvre, ce qui était extrêmement symbolique. Vous savez, quand un président de la République sous la 5e est élu, en règle générale, quand il est à gauche, vous le trouvez à la Bastille, quand il est à droite, vous le trouvez à la Concorde. Lui, Emmanuel Macron, il est allé au Louvre. Pourquoi il est allé au Louvre? Parce que le Louvre, c'est le symbole de la profondeur de l'histoire de France. C'est le jardin où finalement la monarchie est née et où l'État est né d'une certaine façon. Et Emmanuel Macron a toujours la volonté d'inscrire son action politique dans une histoire plus ancienne. Et on peut imaginer, on le verra dans quelques instants, qu'Emmanuel Macron peut-être profite de cette commémoration de l'abolition de l'esclavage pour peut-être adresser un certain nombre de messages plus politiques, peut-être plus européens dans le moment que nous allons vivre.
Donc Bon, il aime oui. bien casser les codes en fait, Emmanuel Macron, si on entend bien votre discours à tous les deux. Mais on attend souvent de ce type de cérémonie de casser les codes, des éléments nouveaux, des petites phrases qui pourraient être interprétées politiquement. Il faut quand même rappeler qu'une cérémonie de commémoration, c'est avant tout se répéter. Le 8 mai, vous ne réinventez pas le fait que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous répétez ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Le 11 novembre, vous répétez ce que sont les anciens combattants, ce qu'a été le combat pendant la Première Guerre mondiale. Et donc tous les 10 mai, on va répéter ce qu'est l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire de se répéter? Ça ne veut pas dire ne pas avancer, hein. C'est pas ressasser le passé, c'est aussi l'humanité, elle a besoin pour progresser, eh bien, d'apprendre de l'histoire. Le passé, certes, est toujours le même, mais on progresse sur la connaissance du passé. Alors certes, il y a des événements, il y a des ouvrages, par exemple, qui sont sortis cette année, qui sont importants sur cette histoire de l'esclavage. Et puis aussi, répéter, c'est pour les nouvelles générations, parce que l'année dernière, on a fait certes la même émission le 10 mai, mais il y avait des enfants peut-être qui n'ont pas entendu cette histoire. Il y a peut-être des gens qui eh bien, méconnaissent cette histoire. Donc eh bien, chaque année, au moins une journée, il y a cette date, mais c'est cette journée qui est peut-être la plus médiatisée, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont nous écouter et qui vont peut-être comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'a été ce phénomène de l'esclavage, comment il a été aboli, pourquoi et comment il y a encore aujourd'hui la nécessité de lutter contre l'esclavage contemporain. Arnaud Benedetti. Oui, c'est vrai qu'une nation, c'est trivial de le dire, est indissociable de son histoire, mais aussi des représentations qu'elle se fait dans son histoire. C'est-à-dire qu'une mémoire n'est pas quelque chose de fondamentalement figé. Et ça, je rejoins tout à fait ce que dit François Durper, c'est que les mémoires évoluent. Regardez, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a considérablement évolué. En 40 ans, on est passé d'une mémoire de la France combattante à une mémoire de la France qui a été, disons, parfois un peu plus, disons, compliquée dans sa relation à l'occupation. Donc la question de la mémoire évolue j'allais dire, au gré de l'avancée des connaissances historiographiques. Et bien évidemment, les politiques, et notamment le chef de l'État, les représentants de l'État, sont obligés de tenir compte de ces évolutions de la mémoire à un moment donné pour produire un discours sur la mémoire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quand même, je rappelle, une journée qui est récente, cette journée que nous célébrons aujourd'hui, puisque c'est Jacques Chirac, qui était un grand amoureux des Outre-mer, qui a décidé de l'instaurer. Ce qui dit Arnaud est important, parce que ce qui a beaucoup changé dans la mémoire de cette histoire de l'esclavage, c'est quoi? C'est que j'entends encore l'erreur ce matin en regardant la télé très très tôt. C'est pas la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pendant très longtemps, on a commémoré l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, on commémore l'esclavage, la traite et ses abolitions. C'est pas tout à fait la même chose. Pendant très longtemps, la République s'est auto-félicitée d'avoir aboli l'esclavage, certes, mais aujourd'hui, la France reconnaît également sa responsabilité. C'est le sens de la loi Taubira de 2001. On rappelle que le 10 mai, c'est le jour de l'abrogation de cette loi Taubira. Oui, justement, rappelez-nous, François Durper, comment est née cette cérémonie en 2006, première Alors, cérémonie. elle est née en 2006 et de la volonté de cette loi de 2001, de cette loi Taubira qui d'abord reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France était le premier à le faire. Il y a eu par la suite le Sénégal notamment. Et puis également intégrer dans les programmes scolaires cette histoire de l'esclavage. Et une journée de commémoration très importante qui voit le jour en 2006 après beaucoup de réflexions sur cette date. On parlait tout à l'heure du 27 avril. On s'est posé la question, est-ce que ça va être le 27 avril? Est-ce qu'on va choisir la première date d'abolition? Chaque territoire a une date, le 20 mai en Martinique, le 27 en Guadeloupe, le 20 décembre à La Réunion. Et ce qui est choisi, c'est pas une date liée à l'histoire, mais plutôt liée à la mémoire de cette histoire. C'est le 10 mai, c'est la promulgation de cette loi Taubira. Direction tout de suite les jardins du Luxembourg où nous retrouvons Martin Baumer. Vous êtes avec Christiane Taubira, Martin. Ah oui, Christiane Taubira qui est donc arrivée à l'instant à cette cérémonie. C'est toujours important de vous voir ici, Madame Taubira. On sait que s'il y a cette date du 10 mai, c'est un petit peu grâce à vous. Alors c'est vrai que c'est le résultat de la loi de 2001 qui a été définitivement adoptée le 21 mai, mais adoptée au Sénat le 10 mai. C'est cette loi qui instaure d'abord, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui pose en article 2 la nécessité d'intégrer cet enseignement et de favoriser la recherche et la coopération, et qui prévoit entre autres la création du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, mais aussi une date de commémoration nationale, parce que vous savez que dans les territoires des Outre-mer, il y a une date qui est liée à des luttes
particulière dans chacun de ces territoires. Mais bon, c'est une dynamique. Moi, je me suis inscrite dans un combat qui avait eu lieu. Par exemple, les dates dans chaque territoire, c'était un combat de génération qui a abouti. Et puis, ça fait des années que des personnes dans le monde, c'est-à-dire en France, en Europe, dans les Outre-mer, en Afrique, en Amérique du Sud, ces personnes ont empoigné cette histoire, ont essayé d'en arracher les enseignements, notamment pour les discriminations, le racisme et les problématiques contemporaines. Parce que vous parlez d'un travail abouti, mais l'impression que l'on a en ce moment, c'est que ce travail, finalement, il doit continuer, il doit se poursuivre. Mais indiscutablement, d'abord, on n'a pas éradiqué le racisme. On voit bien aujourd'hui encore, y compris dans la société française, qu'il y a des représentations qui nourrissent des rejets, des préjugés, des discriminations. Il y a une étude de SOS Racisme qui vient de montrer l'importance des discriminations. Nous voyons bien des personnalités politiques qui sont prises à partie, manifestement du seul fait de leur apparence, indépendamment du contenu de leurs propos, et des désaccords que l'on peut avoir sur le contenu de leurs propos. C'est du fait de ce que sont ces personnes-là que les contestations se font et que les rejets se font. Donc effectivement, il y a des combats, il y en aura pour des générations encore après. J'espère que nous parviendrons à faire en sorte que chacun comprenne bien d'où vient le racisme, à partir de quel moment, à partir de quelle histoire du monde, des empires coloniaux, de la construction, de la nécessité de justifier la traite négrière et l'esclavage. Pourquoi justifier la traite négrière? Pourquoi construire ces images pour dire pourquoi on met en esclavage des personnes d'apparence noire juste parce qu'on les prenait en Afrique? Mais alors, toute dernière chose, on parle de ce combat qui doit se poursuivre. On sait que la loi souvent aide à ce combat. Que faut-il de plus aujourd'hui pour continuer à se battre, comme vous le dites? Alors, la loi est indispensable, mais elle ne suffit pas. D'abord, elle appelle des politiques publiques, c'est-à-dire des décisions gouvernementales, des décisions publiques, des actions. Elle appelle l'implication des institutions. Elle appelle aussi tout un foisonnement dans les universités. C'est ce qui se fait avec les prix de thèse. Dans les établissements scolaires, c'est ce qui se fait avec la flamme de l'égalité. Mais dans la société d'une façon générale. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on implique de plus en plus les artistes, que de plus en plus les associations, les personnes. Alors, on voit bien que de plus en plus des communes, y compris des petites communes, y compris des petites communes rurales, s'engagent dans cela. C'est un enjeu colossal, c'est un enjeu de l'humanité, c'est la compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, avec des cultures différentes mais égaux, avec des histoires différentes mais dignes de respect toutes, avec des individualités fortes, faibles, vulnérables, invulnérables, il y en a, avec tout cela. Comme moi, j'assume d'être invulnérable parce que je me suis battue, j'ai construit une carapace et cette carapace, je n'ai pas rendue indifférente aux autres. Au contraire, plus j'ai eu à me battre, plus je suis devenue sensible aux autres. Merci Christiane Taubira. Merci Martin, on vous retrouve dans un instant et notamment avec l'hôte de cette journée, Gérard Larcher, quand il sera arrivé dans les jardins. On a entendu Christiane Taubira, François Durper, elle semble très impliquée, est-ce à dire qu'elle va faire partie peut-être de la future fondation? Oui, on parle d'elle comme présidente d'un comité de soutien de la fondation et c'est important parce qu'il y a son rôle historique avec la loi de 2001, mais ensuite elle a regardé ça, elle a toujours été très attentive à ce qui se passait, mais sans une implication directe, en tout cas sans fonction directe. Et là, il semble que ce soit différent. On voit d'ailleurs son ton très très incisif aujourd'hui. Et puis on a entendu ce qu'elle a dit, Arnaud Benedetti. Elle dit, il y a la loi, certes, mais la loi ne suffit pas. Il faut plus d'implication des pouvoirs publics, plus d'implication des élus. Oui, certainement, les politiques publiques sont absolument essentielles, mais la réalité, c'est que, j'allais dire, ce type de démarche est indissociable de l'éducation nationale. Et quand on regarde la façon dont les pères de la République, sous la Troisième République, ont fait de l'histoire un instrument finalement d'acculturation des peuples à la République et à l'idée républicaine, on se rend compte que c'est bien le vecteur essentiel qui est aujourd'hui pour essayer de finalement d'avoir une sensibilisation des citoyens à ce type de problématiques. Sur ces images, l'arrivée d'Emmanuel Macron dans les jardins du Luxembourg, la voiture du président de la République qui vient donc de rentrer dans ces jardins du Luxembourg, le président de la République qui va s'arrêter en bas des marches, à côté de la fontaine, pour ceux qui connaissent le jardin du Luxembourg, où l'attendent bien sûr de nombreuses personnalités politiques, Karine.
Et la relation d'Emmanuel Macron avec les Outre-mer semble un petit peu complexe en ce moment. Un mot là-dessus, Arnaud Benedetti? C'est un sujet extrêmement important parce que Emmanuel Macron n'a pas une doctrine très explicite sur sa relation avec les Outre-mer. Alors il y a eu des gestes, il y a eu les assises de l'Outre-mer, le livre bleu qui a présenté un certain nombre des pistes de réflexion pour le développement des Outre-mer. Sur la question institutionnelle, il est favorable, il l'a dit à plusieurs reprises, à un droit à la différenciation. Mais on sait qu'il y a eu aussi des relations parfois tendues. Souvenez-vous, lors du débat consacré aux élus ultramarins sur la question du chlordécone, on a vu un président de la République qui avait parfois des relations un peu compliquées avec les élus de Guadeloupe et de Martinique. Donc c'est un sujet qui ne lui est pas fondamentalement familier comme il l'était avec d'autres présidents de la République. Et il est évident qu'une journée comme celle-ci est un moyen aussi pour lui de renouer les liens avec les communautés ultramarines. Voilà, juste avant de donner la parole, François Durper, on a vu le chef de l'État donc accueilli par Gérard Larcher, le président du Sénat, avec à ses côtés Hugues Rançon qui représente Richard Ferrand et qui se dirige maintenant dans ses jardins vers le lieu de l'exposition. Une exposition qui va lui être présentée, François Durper. Mais les différences, Arnaud a raison de le dire, avec les présidents précédents, c'est pas uniquement un rapport personnel avec les Outre-mer, c'est que les présidents précédents étaient issus de partis qui avaient une histoire dans ces territoires. Or, En Marche, d'accord, dans l'Hexagone, ça a pu prendre assez vite, mais dans les Outre-mer, ça a été beaucoup plus délicat. On va revenir, on va écouter Frédéric Réjon avec Emmanuel Macron. Et l'histoire de l'esclavage. Et là, cette année, l'exposition va porter sur représenter l'esclavage par l'image. Donc c'est un peu en écho avec l'exposition du musée d'Orsay qui porte sur le modèle noir. Alors nous avons ici un premier panneau qui présente donc le port du Havre. Alors c'est assez méconnu, mais le Havre est le deuxième port négrier. Alors voilà. Donc on parle souvent de Nantes. Monsieur l'ancien maire est là. Et voilà. Il y a eu Bordeaux. Il y a eu Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de premiers ministres qui sont sur la tête de voilà. On s'est passé aussi. Bien. Donc le Havre, qui est le deuxième port négrier après Nantes et avant La Rochelle et Bordeaux. Donc c'est une évocation de ce port. Donc ici vous avez donc une carte qui représente... Chacun a une mémoire, en fait, qu'on évoquait aussi avec les ministres. Chacun a une mémoire très différente par rapport à cette histoire, entre ces différentes villes. Oui, chacun a une mémoire très différente. C'est vrai que Nantes, ça a commencé en premier. Bordeaux, là, ça commence vraiment fort. Et c'est vrai que Le Havre... Alors, au niveau universitaire, il y a quand même une très grande dynamique au Havre. Et inversement, à Bordeaux, c'est plus... la dynamique est plus... par la mairie associative. Enfin, c'est-à-dire que chaque ville, finalement, a une mémoire et une histoire, enfin traite cette mémoire et cette histoire de manière différente. Alors ici, nous avons une représentation donc d'un esclave révolté, donc à bord d'un navire négrier. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir les pieds du membre de l'équipage qui a été tué. Et donc ça, c'est vraiment une image abolitionniste où on voit l'esclave fier. Donc c'est une image vraiment de propagande. Alors, il y avait des révoltes d'esclaves à bord des navires. Elles étaient minoritaires par rapport à toutes les expéditions négrières qui parvenaient à leur terme. Mais là, on a vraiment ici une image de propagande. Alors on a aussi là une deuxième image de propagande qui, elle, est contre l'esclavage. Vous voyez, on voit des esclaves qui sont en train de marcher sur un engrenage. Et là, on a vraiment l'ensemble des situations. Donc, un commandeur qui tient le fouet, donc des esclaves qui sont ascoiffés, qui sont donc souffrants, et puis les maîtres que nous voyons ici. Alors, nous allons un petit peu plus loin. Et là aussi encore, donc, une image en faveur de l'abolition de l'esclavage, c'est ce tableau donc, de Verdier,
qui se trouve à l'exposition Le Modèle Noir. Et là, il symbolise aussi la hiérarchie qui existait au sein des populations esclaves. Vous voyez, c'est un esclave qui fouette un autre esclave. Et donc, ce système a aussi pu perdurer parce qu'il s'appuyait sur des hiérarchies entre les esclaves, entre les couleurs aussi. On voit des esclaves de différentes couleurs. Et puis ici, donc, les révoltes. Donc là, c'est une figuration de la révolte de Saint-Domingue. Donc cette révolte qui va déboucher sur l'indépendance d'Haïti en 1804. Et cette image, effectivement, montre, alors c'est une gravure française, et elle montre, elle essaye de montrer plutôt les esclaves comme, enfin les révoltés, comme des barbares, comme des... et c'est eux qui gagnent. Et il y a une grande interrogation par rapport à cela, c'est pour les Français de l'époque, en 1804, ils se posent vraiment la question pourquoi ils ont perdu l'expédition de Saint-Domingue. Et va se développer l'idée que finalement ce ne sont pas des hommes qui les ont vaincus, mais ce sont alors on emploie les termes de tigres, bref, il y a un début de discours d'animalisation. Alors on pourrait penser que ce soit l'inverse, ce sont des hommes qui se libèrent, mais non, à l'inverse, et on voit se développer les idées raciales très fortement à partir de ce moment. Donc ici vous avez une représentation de la première abolition de l'esclavage. Alors il y a même eu une célébration à Notre-Dame de la première abolition de l'esclavage. Donc à l'époque, c'était un temple civique. Et puis, pour finir, la deuxième abolition de l'esclavage avec Lamartine, dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la mort. Et voilà, il suffit de lire cela. 2 mois après la Révolution de février, je signais le 27 avril 1848 le décret de la liberté des Noirs, de l'abolition de l'esclavage. Ma vie n'eut-elle que cette heure, je ne regretterai pas d'avoir vécu. Donc là, il est très enthousiaste. Et puis, ce tract politique de Lamartine qui montre, voilà, il nous a donné le suffrage universel, le drapeau tricolore, et nous lui avons rendu l'oubli, l'ingratitude. Bon, phrase à méditer. Bien. Nous l'avons corrigé. Si Lamartine a été le premier à créer une Marseillaise noire en 1839, 9 ans avant l'abolition de 1848, c'est une autre Marseillaise noire qui va être interprétée, celle de Camille Naudin, écrite en 1867, 2 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Cette Marseillaise noire est interprétée par la soprano Madame Sabena Omolego Bello, et avec le soutien de l'orchestre de la garde républicaine.
Maintenant, j'appelle Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, à prendre la parole. Monsieur le vice-président de l'Assemblée République, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cher Jean-Marc Ayrault, Mesdames et Messieurs les ministres, mais aussi anciens ministres que je revois ici avec beaucoup de plaisir, Monsieur le préfet de Paris, préfet d'Île-de-France, mes chers collègues parlementaires, Monsieur le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, cher Michel Magras, Monsieur le président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, cher Olivier Servat, Monsieur le représentant de Madame la présidente de la région Île-de-France, cher Jean-François Légaré, Madame la représentante de Madame le maire de Paris, Monsieur le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, cher Frédéric Créjean, Mesdames et Messieurs. Nous sommes ce matin rassemblés pour commémorer la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, voulue par le président Jacques Chirac il y a 13 ans. Cette cérémonie revêt une importance toute particulière par votre présence, Monsieur le Président de la République. Elle revêt aussi un caractère hautement symbolique pour le Sénat. C'est le 10 mai 2001 que notre Assemblée qualifia solennellement la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité, 2 siècles après l'émouvante proclamation de Basse-Terre par Louis Delgrès et Madame Taubira, ceci avec quelques souvenirs très forts. C'est au Sénat, dans le jardin du Luxembourg, que fut érigée la sculpture de Fabrice Hibert, intitulée « Le cri et l'écrit », montrant ainsi qu'au cri des esclaves répondait l'écrit de la loi. C'est en ce lieu que nous rendons hommage aujourd'hui à celles et ceux qui furent asservis. C'est en ce lieu que nous nous souvenons de celles et ceux qui se révoltèrent pour leur liberté, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Domingue. C'est en ce lieu que nous célébrons les grands personnages de notre histoire, qui sont illustrés à leur côté dans le combat en faveur des droits de l'homme, à travers de l'adoption de textes libérateurs. Je pense ici
à deux éminentes personnalités qui devinrent par la suite sénateurs, auxquelles l'exposition représentait l'esclavage par l'image que nous venons de visiter, Monsieur le Président, rend hommage. L'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui arrachera à la Convention, c'était le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage. Mais aussi Victor Schœlcher qui reprit quelques années plus tard ce combat avec courage et détermination et parvint à convaincre Arago de la nécessité de signer le décret du 27 avril 1848, décret, je le rappelle, qui proclamait « Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ». Cette commémoration n'est pas un simple rappel d'événements historiques. Elle est l'occasion de montrer que la lutte contre l'asservissement est encore un combat que nous avons à mener chaque jour. Selon l'Organisation internationale du travail, dont nous célébrons le centenaire, dans le cadre d'une exposition consacrée au travail sur les grilles du Jardin du Luxembourg, actuellement, près de 25 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont encore aujourd'hui astreintes au travail forcé, contraintes de travailler sous la menace ou la coercition, que ce soit comme travailleurs domestiques, sur des chantiers de construction, dans des usines clandestines ou des exploitations agricoles. L'actualité nous le rappelle ces jours derniers. Comment ne pas établir un lien entre le travail forcé et l'esclavage? Comment ne pas penser à ces grandes compagnies industrielles et agricoles qui, durant la colonisation, réquisitionnèrent hommes, femmes et enfants pour les asservir? Comment ne pas nous souvenir de ces grandes voix qui se firent entendre pour lutter contre cette abomination, celle d'André Gide, qui décrivit la terrible agonie de ces femmes, de ces enfants ensevelis vivants lors de la construction de routes. Celle d'Albert Londres qui déclarait « J'ai vu construire des chemins de fer. 8000 hommes ne furent bientôt plus que 5000, puis 4000, puis 2000, puis 1700. » Voix qui fut relayée par Léon Blum et Félix Houphouët-Boigny. Le sens d'une commémoration comme la nôtre, c'est de ne pas oublier ces enfants, ces femmes, ces hommes qui font l'objet d'une telle exploitation. C'est de ne jamais oublier la traite, l'esclavage et le travail forcé inscrit dans l'histoire pour en même temps combattre ces formes d'esclavage contemporain. C'est l'affirmation de l'universalité et de l'indivisibilité de l'espèce humaine. Il nous faut résister, il nous faut refuser toute facilité, refuser tout abandon, refuser toute forme d'assujettissement de notre capacité à penser, à agir, à imaginer. Comme Lamartine, nous proclamons qu'aucune loi ne peut donner à l'homme la propriété de l'homme, car aucune conscience humaine ne peut légitimer l'esclavage, car nul n'est obligé de ratifier une loi qui le prive des droits donnés par la nature. C'est l'honneur de l'humanité qui s'est affirmé dans la résistance à l'esclavage et dans le combat abolitionniste. Si tu veux te libérer de toi-même, brise tes chaînes. De la fin de l'esclavage jusqu'à ma mémoire indemne, écrit le grand poète mauricien et poète de tout le continent créole, Kal Turabouli. Puisse cet esprit de résistance inspirer ensemble, dans notre diversité, nos prochains combats, pour rendre toujours plus effectifs les droits de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes. À nous de combattre cette injure permanente. Il y va de notre dignité. Il y va du respect des valeurs de la République, à laquelle nous sommes ici tous si attachés. Monsieur le Président de la République va prendre la parole.
Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc Ayrault, Mesdames et Messieurs les députés, sénateurs, Monsieur le représentant de la présidente de la région, Madame la représentante de la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, cher Frédéric Régent, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les autorités religieuses, Mesdames, Messieurs, chère Nadia Mourad, prix Nobel de la paix 2018, chers élèves. Depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale des mémoires de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. La loi l'a voulu, Jacques Chirac l'a fait, et c'est la première fois que je m'exprime devant vous à cette occasion. Je le fais car je mesure ce que l'esclavage, la traite, les abolitions et leurs héritages représentent dans l'histoire de notre pays, dans notre culture, dans notre âme. Cette histoire est notre histoire. Elle a donné à la France un destin mondial, elle a forgé les combats et les valeurs de la République. Elle explique la diversité de notre société. Elle nous relie à l'Afrique, aux Caraïbes, à l'Amérique, à l'océan Indien. La loi qui porte votre nom, chère Christiane Taubira, a reconnu la part tragique de cette histoire. Et grâce à vous, la France a été le premier pays dans le monde à reconnaître avec autant de netteté que la traite et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Voilà ce que la représentation nationale a reconnu à l'unanimité il y a 18 ans. Telle était la vérité et il fallait qu'elle fût dite. Mais l'histoire a continué. Cet ordre injuste et barbare a été contesté. D'abord par les esclaves eux-mêmes, qui n'ont jamais cessé de vouloir devenir libres, qui ont toujours résisté à leur servitude, que ce soit en se forgeant une culture et une spiritualité propre, par laquelle ils affirmaient cette humanité qu'on leur niait, en prenant la fuite, les armes, la plume, en se révoltant. Et partout, en Europe, à travers tout le XVIIIe et le XIXe siècle, des philanthropes et des intellectuels se sont aussi battus contre la traite et l'esclavage au nom de l'humanité. Certains de ces résistants des colonies et de ces libéraux de l'Hexagone reposent aujourd'hui au Panthéon, où ils sont honorés parce que leur combat, cet engagement, ont fait d'eux de grands hommes. L'abbé Grégoire, Condorcet, Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Victor Schœlcher. Ces combats jalonnent notre histoire, jalonnent l'histoire de la République, des révoltés de Saint-Domingue appelant les révolutionnaires de Paris à abolir l'esclavage en 1794, à Cyril Bicêtre, le Martiniquais, luttant pour l'émancipation sous la monarchie de Juillet aux côtés de Lamartine et de Schœlcher. Oui, entrelacés à l'histoire terrible de la servitude à laquelle des millions et des millions d'êtres humains ont été réduits pendant des siècles, il y a l'histoire sublime, héroïque, édifiante, de tous ceux qui ont secoué et brisé ces chaînes odieuses. Face à l'horreur de l'esclavage, il y eut l'honneur de la résistance et le bonheur, enfin, de l'émancipation. C'est une histoire française, une histoire universelle. 171 ans ont passé depuis l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Mais les conséquences de ce passé sont là, toujours là. Car son héritage aujourd'hui, c'est la géographie de la France contemporaine,
son identité d'archipel mondial qui va de l'Europe aux Antilles, de la Guyane aux Mascareignes. C'est le français que l'on parle sur tous les continents, avec sa richesse et sa variété. Ce sont aussi des idées nouvelles, des rencontres inattendues, des imaginaires inédits, la négritude d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, le syncrétisme de Jean-Michel Basquiat, la littérature puissante de Maryse Condé. C'est hier et aujourd'hui, là-bas comme ici, le métissage des cultures, la créolisation du monde, c'est tout cela, la mémoire de l'esclavage. Et c'est tout cela qu'ont porté les militants, les artistes, les citoyens, les élus qui, depuis les années 1990, se sont battus pour que cette mémoire soit mieux connue, mieux reconnue, mieux comprise, mieux partagée aussi. Je veux leur rendre hommage aujourd'hui. Sans eux, sans les artisans de la marche du 23 mai 1998, sans les mots de Christiane Taubira, sans les livres d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, sans l'action des élus locaux, pionniers de cette mémoire comme vous, cher Jean-Marc Ayrault, sans le travail des chercheurs, des historiens comme vous, Frédéric Régent, jamais la loi du 21 mai 2001 n'aurait été votée. Jamais le 10 mai, puis le 23 mai, n'aurait été institué en journée nationale. Toutes et tous, ils nous ont rappelé cette histoire, non pas pour nous diviser ou nous opposer, mais pour nous rappeler ce que nous sommes. Une nation de liberté, d'égalité, de fraternité, de diversité. C'est aussi pour cela que la mémoire de l'esclavage ne doit pas seulement être convoquée lors de ces 2 journées nationales et n'être évoquée que dans des discours annuels. Elle a besoin d'actes, de lieux, d'institutions, de travail. Ce sont les engagements concrets que j'ai pris le 27 avril 2018 à l'occasion du 170e anniversaire de la signature par le gouvernement provisoire de la République du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. D'abord, ériger à Paris, dans le jardin des Tuileries, un mémorial qui rend hommage aux victimes de l'esclavage. Ce monument sera situé au cœur de la géographie de cette histoire. Entre l'ancienne demeure royale et impériale des Tuileries, là où la Convention qui vota la première abolition tenait ses séances, et l'hôtel de la Marine, là où a été préparée la 2e abolition. Cette part de notre histoire, enfin, s'incarnera dans un lieu évident, significatif, solennel, où nous pourrons nous rassembler pour l'évoquer. Ce mémorial sera inauguré en 2021 et je souhaite que ce moment soit pour notre pays l'occasion de rendre aux victimes de l'esclavage, à leurs descendants et à leur apport inestimable, l'hommage solennel de la nation qu'ils méritent, en y associant toutes les composantes de la société française. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage sera, elle, installée dans les tout prochains mois à l'hôtel de la Marine. Je veux saluer le travail que vous avez accompli, cher Jean-Marc Ayrault, pour en préparer la création dans le prolongement des rapports d'Édouard Glissant et de Lionel Zinsou. Vous avez su rassembler un large cercle de partenaires publics et privés, de collectivités de l'Outre-mer et de l'Hexagone, de personnalités réunies dans le comité de soutien dont Christiane Taubira a accepté d'être la présidente, et je l'en remercie. Elle apportera à la Fondation son verbe, sa force, son aura. Tous ont adhéré au projet que vous leur avez proposé, celui d'une institution nationale moderne, rassembleuse, en prise avec les Outre-mer et ouverte sur l'international. Cette fondation
sera un partenaire incontournable pour l'État et la société civile, pour les enseignants et pour les chercheurs, pour les collectivités territoriales et les institutions culturelles et patrimoniales, pour les artistes, pour les médias. Surtout, elle sera au service d'une grande ambition. Renforcer la cohésion nationale en transmettant l'histoire mondiale de la France, en célébrant les cultures qui en sont issues, en promouvant les valeurs républicaines d'émancipation ici et dans le monde. J'ai souhaité également que le musée qui, dans notre pays, est consacré à cette histoire et à la promotion des expressions culturelles qu'elle a suscitées, que ce musée soit renforcé dans son statut comme dans ses moyens. Ce musée, c'est le Mémorial Act de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Je sais combien les présidents de la délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat tenaient aussi à ce que l'ensemble des territoires de France puissent porter cette mémoire. Le Mémorial Act deviendra ainsi un interlocuteur capital pour les institutions homologues en Europe, dans la Caraïbe, l'Afrique et les deux Amériques. Il lui fallait, pour assumer cette vocation, une assise plus large et plus solide. C'est pour cela que l'État a décidé de soutenir le Mémorial Act en participant à sa transformation en établissement public de coopération culturelle autonome. Ce nouveau statut permet d'associer à sa gouvernance la région, le département, la ville de Pointe-à-Pitre, la communauté d'agglomération et l'État. La région, qui a engagé ce projet à l'initiative de Victorin Lurel, et qui continue de le porter avec énergie aujourd'hui à travers la détermination d'Harry Chalus, en restera le principal soutien. Mais l'État prendra toute sa part. Nous nous y sommes engagés. Enfin, parce qu'elle raconte les racines des valeurs républicaines, parce qu'elle rend compte de la diversité de notre nation, parce qu'elle libère aussi des enfermements communautaires, cette histoire doit être transmise à la jeunesse de France. Je veux ici remercier l'ensemble des élèves, ici présents, mais à travers vous, tous ceux qui sont représentés, qui se sont engagés auprès de leur maître, et grâce à l'engagement aussi des professeurs ici présents, à faire ce travail. C'est évidemment se souvenir, c'est comprendre notre histoire, c'est en déplier toute la complexité, mais c'est aussi le donner à vivre au présent, en montrant, comme vous l'avez fait, ce que cela dit de notre citoyenneté, et en montrant que ce qui peut être une évidence, ou parfois pour le pire en redevenir une, a été défait par des combats menés par la République, a été, pour ce qui est de l'égalité, de la fraternité, le fruit de conquêtes véritables. Les programmes scolaires aujourd'hui le permettent. L'histoire de l'esclavage est désormais le sujet du premier chapitre des programmes d'histoire de 4e. Et dans le cadre de la réforme des programmes du lycée, les élèves de seconde traiteront de façon approfondie du système esclavagiste, de sa naissance au XVe siècle à son paroxysme au XVIIIe siècle. Et les programmes de première étudieront le long combat des abolitions jusqu'au décret de 1848. Un monument au cœur de Paris, un musée au rayonnement renforcé, des programmes scolaires renouvelés, une fondation à vocation internationale installée. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont la République française se dote pour porter et transmettre cette mémoire. Mais nous ne saurions en rester là, car l'esclavage, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président du Sénat, n'appartient malheureusement pas qu'à notre passé. Et la République ne serait pas la République si elle ne menait aussi ses combats partout dans le monde, qui sont ceux de ses valeurs, de ses principes. Oui, l'esclavage demeure une terrible réalité contemporaine, vécue par plus de 20 millions de personnes,
des femmes et des enfants en grande majorité. Il se déploie aujourd'hui partout. Partout là où, en Afrique, en Asie, au Proche et Moyen-Orient, le temps long de l'histoire a enraciné ces pratiques infâmes. Partout où les conflits sont revenus, s'installant sur les haines ethniques ou religieuses. Partout où l'organisation du monde s'est progressivement installée à nouveau dans des formes d'exploitation de l'homme par l'homme. Alors face au travail forcé, à l'esclavage domestique, à l'exploitation sexuelle, à tous les abus, à toutes les formes contemporaines d'esclavage, c'est un devoir d'action qui est le nôtre. C'est à cette fin que la France lutte contre la traite des êtres humains dans les zones de conflit, alors que Boko Haram et Daesh ont intégré cette pratique à leur funeste stratégie de terreur. C'est pour cela que nous soutenons l'initiative de Nadia Mourad et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, de créer un fonds de réparation pour les femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. C'est pour cela, chère Nadia, que je vous remercie de votre présence ici parmi nous. Vous êtes l'incarnation même du fait que ces combats ne sont pas terminés. Avec courage, vous avez survécu à ceux de Daesh qui voulaient vous tuer. Avec courage, vous avez affronté ce que votre famille a subi. Les crimes, les viols, l'éloignement, l'esclavage. Avec courage, vous vous battez pour que ce qui existe dans la région encore aujourd'hui soit définitivement éradiqué, c'est-à-dire toutes ces formes d'esclavage qui continuent d'attenter à notre dignité, à nous aussi. C'est pourquoi votre combat, chère Nadia, est aussi le nôtre. C'est aussi pour cela que le premier prix Simone Veil de la République française a été remis le 8 mars dernier à la Camerounaise Assia Doumara, engagée de longue date contre l'esclavage sexuel. Ces combats, en Afrique, en Asie, au Proche et Moyen-Orient, ce sont toujours des luttes pour restaurer notre dignité. Pour poursuivre ce combat auquel nous venons aujourd'hui de rendre hommage et de nous souvenir. C'est le sens même de notre action au Conseil de sécurité des Nations Unies ou dans le cadre de notre présidence du G7, de lutter contre les trafics de migrants, contre les trafics d'êtres humains qui, aujourd'hui, continuent de sévir dans le Sahel, en Libye, dans la Corne de l'Afrique et qui, chaque jour, installent l'exploitation des êtres humains comme une règle, comme un moyen de vivre pour les organisations terroristes internationales et comme une honte pour nous tous. C'est pour cela que la France poursuivra au sein de l'Organisation internationale du travail la lutte contre toutes les formes d'esclavage par le travail, de travail subi, de travail sous-payé et d'exploitation. Les textes sont là. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, est là. Elle doit encore être ratifiée par de nombreux États et nous nous battrons pour ce faire. Depuis octobre 2018 et l'adoption à l'unanimité par les Nations Unies d'une résolution portée par la France avec l'Italie et le Costa Rica, un mécanisme d'examen de l'application de cette Convention de Palerme est en œuvre et nous poursuivrons ce combat sans relâche. Dès le 20 mai, la France rejoindra la campagne Cœur bleu des Nations Unies qui, précisément, a pour objectif d'encourager les États comme les citoyens à se mobiliser pour lutter contre la traite des êtres humains. Notre combat en Europe, dans le multilatéralisme contemporain, se poursuivra pour que, partout où les formes d'esclavage contemporain existent, elles soient combattues et éradiquées.
Et pour que, dans tous ces pays où ces pratiques sont subies, d'autres enfants puissent, comme vous l'avez fait aujourd'hui, raconter, dénoncer ce que le combat de quelques-uns aura permis d'effacer. Nous n'oublions ainsi ni la mémoire des victimes de l'esclavage, ni celle des héros qui l'ont combattu. Nous n'oublions pas surtout ce message qu'il y a plus de 2 siècles, la France a lancé au monde. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Un message dont nous devons aux esclaves révoltés de Saint-Domingue d'avoir révélé la portée véritable et qui est devenu l'étendard de toutes les abolitions. C'est ce message que nous continuons de porter aujourd'hui, en donnant à cette mémoire des lieux où elle peut s'inscrire, en créant des institutions où elle peut être transmise, en combattant toutes les formes d'esclavage qui persistent dans le monde et en soutenant les héros de notre temps qui luttent pour les émancipations et les abolitions qu'il reste à conquérir. Il s'agit simplement d'être fidèle à notre devise, de garder la force contemporaine de cet esprit de résistance qui nous a fait, d'être fidèle à notre République, à ce que la France incarne, à ce que nous sommes. Merci à vous. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Sénat et Monsieur le Président de la République vont déposer une gerbe devant la sculpture de Fabrice Hibert, Le Cri, l'écrit. À l'issue de ce dépôt, nous aurons un moment de recueillement, puis ce sera la fin de la cérémonie, ponctuée par l'hymne national, interprété par la maîtrise de Radio France.
Voilà, c'est sur cette belle Marseillaise interprétée par les élèves de la maîtrise de Radio France que s'achève donc cette 14e cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous allons bien sûr y revenir avec nos invités. François Durper, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être là, historien. Et Bruno Maillard, historien, membre du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Que faut-il, François Durper, retenir du discours d'Emmanuel Macron? C'est son premier discours lors de cette cérémonie pour la mémoire et les abolitions de l'esclavage. Oui, parce que vous aviez rappelé que c'était la première cérémonie à laquelle il avait assisté. Il avait assisté en tant que président élu, même si c'est président élu, c'est pas dans la Constitution française, c'est plus une référence américaine, mais il n'était pas encore investi. Alors là, il a dit déjà, c'est notre histoire, c'est une histoire française, une histoire qui relie la France à l'Afrique, à l'océan Indien, aux Amériques. Et c'est aussi évidemment l'histoire des esclaves, cette belle formule face à l'horreur de l'esclavage, l'honneur de la résistance esclave, une résistance esclave qui commence dès le début de ce système esclavagiste. Et puis la reconnaissance des conséquences en termes de métissage, il a utilisé le terme de créolisation du monde qui est cher à Édouard Glissant, qu'il a cité d'ailleurs à plusieurs reprises. Les annonces concrètes, la première annonce, et il n'a pas été très technique, on reverra sans doute par la suite ce que ça veut dire précisément, mais c'est la fondation reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire une institution qui est dévolue à cette œuvre de faire vivre la mémoire dans différents domaines, avec des actions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture. On en parlera en détail d'ailleurs avec Jean-Marc Ayrault qui doit venir sur ce plateau dans quelques minutes. Qui va détailler, les choses sont bien faites, il va expliquer et sans doute vous allez lui poser la question des moyens. Il n'y a pas eu évidemment dans le discours du président de chiffrage de voilà, combien, quel capital et quel budget pour faire vivre cette fondation chaque année. Mais on sait déjà sans doute que ce sera une somme, on peut regarder le verre à moitié vide, quelques millions, ou le verre à moitié plein en disant que bon, ce sont déjà quelques millions qui permettront de mener quelques actions. Et enfin, il a terminé sur la question des formes contemporaines de l'esclavage, la question de la traite des êtres humains, de l'esclavage sexuel, en rappelant l'engagement de la France et en fixant une feuille de route, un calendrier pour la France dans cette lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. Et également, on aura noté aussi cette référence au travail forcé, au travail et à l'Organisation internationale du travail et à la place que la France a à l'intérieur de cette organisation. Alors qu'on voit sur ces images le président de la République toujours dans les jardins du Luxembourg avec à ses côtés le président du Sénat, Gérard Larcher, qui salue les jeunes à l'heure actuelle, les jeunes présents sur place, puisqu'on l'a vu tout au long de cette cérémonie que les jeunes, les élèves et leurs enseignants ont été mis à l'honneur. Bruno Maillard, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce discours du chef de l'État ? Sur le fond, tout d'abord, effectivement, le président a bien rappelé cette conjugaison de combat qui a toujours eu lieu. C'est d'une part, effectivement, les philanthropes, les philosophes qui, en Occident, ont lutté très tôt, dès le XVIe siècle, pour éradiquer ce phénomène de la traite et de l'esclavage, mais aussi toutes ces luttes qui ont eu lieu dans les colonies d'Amérique, dans l'océan Indien, en Afrique, les esclaves eux-mêmes, pour se réapproprier leur liberté. D'ailleurs, cette année, on fête entre autres la commémoration, le 400e anniversaire de l'indépendance d'un village dans le sud de Veracruz au Mexique, San Lorenzo de los Negros, qui était un palenques, donc un village marron, dirigé par un ex-esclave du nom de Yanga, et qui a obtenu par sa lutte la reconnaissance de l'indépendance de son village des autorités espagnoles de l'époque. Sur la forme, alors il a bien rappelé effectivement la création de la future Fondation, qui ne devrait m'attarder, le renforcement du statut du Memorial Act, et puis surtout ce que j'ai retenu, c'est le Mémorial des Noms, qui devrait être installé sur l'esplanade des Tuileries, et surtout avec une échéance, celle de 2021. Alors pourquoi est-ce aussi tardivement, 2021, s'attendait à ce mémorial dès cette année, puisqu'il a annoncé depuis l'année dernière? Il y a un gros travail à réaliser, puisque ce mémorial devrait établir le nom des 200 000 esclaves qui ont été affranchis par le décret du 27 avril 1848. Alors,
La liste de ces affranchis, elle a été lancée depuis très longtemps par le CM 98, qui a préparé déjà un certain nombre de ces noms. Le travail est réalisé aussi en Martinique, il a débuté en Guyane, il y a aussi la Réunion, bien entendu, et Mayotte. Je pense qu'il ne faut pas oublier, même si effectivement, là, on parlera plus d'un travail qui doit être fait sur les affranchis de 1847, car pour Mayotte, l'abolition a eu lieu par une ordonnance royale du 9 décembre 1846, on l'oublie un peu, avec application le 1er juillet 1847. Mais Mayotte devrait être bien entendu intégré à ce mémorial. C'est bien sûr important que ce mémorial figure dans les jardins des Tuileries, François Durper. Oui, bien sûr, c'est ce que rappelle Bono, c'est pas le retard pris, c'est pas un retard pris sur le plan architectural, mais sur le plan de la recherche généalogique. C'est ça évidemment qui prend du temps et qui fait que on attend, même si l'annonce avait été faite l'année dernière, on attend cette édification pour 2021. Alors, on va revenir peut-être un peu plus en détail sur le discours du chef de l'État, puisque c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses et il a eu des phrases assez fortes. Le chef de l'État a commencé par le début, où il a rappelé, bien sûr, l'importance de la loi Taubira et la place de la France dans la reconnaissance de cette histoire de l'esclavage. Il a dit notamment, face à l'horreur de l'esclavage, il y a eu l'honneur de la résistance et le bonheur de cette émancipation. Oui, c'est dans l'ambition de transmettre. On a bien souligné qu'il avait notamment rappelé que les programmes scolaires ont intégré cette histoire et dernièrement que les programmes de seconde ont été renforcés et intègrent encore un peu plus cette histoire. Pourquoi il leur rappelle cela? Mais pendant très très longtemps, cette mémoire de l'esclavage, elle a tenu à l'écart les premiers intéressés, les victimes elles-mêmes, les esclaves. Elle les a dépossédés notamment de leur combat, du combat de l'abolition. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a visité cette exposition avec Frédéric Régent, la place de l'image, il faut rappeler cette exposition pour ceux qui ne l'ont pas encore vue au musée d'Orsay sur le modèle noir, eh bien vous avez vu dans ces images l'importance de la célébration de l'abolition qui tenait en infériorité les esclaves eux-mêmes, comme s'ils avaient été ceux qui ont reçu l'abolition, mais pas comme ceux qui ont combattu pour l'abolition. Et ça, c'est un fait important, puisque ça va conditionner ensuite la structuration des luttes politiques de ceux qui sont les descendants esclaves. Donc là, la reconnaissance publique, la reconnaissance du chef de l'État pour dire oui, ce sont les esclaves eux-mêmes, avec des alliés, avec évidemment les abolitionnistes, mais Cyril Bissette, il a rappelé le rôle de Cyril Bissette qui est très important, ce Martiniquais qui se bat contre l'abolition de l'esclavage avant même Victor Schœlcher. Alors qu'on voit François Durper et Bruno Maria, avant de vous donner la parole, Emmanuel Macron, le chef de l'État qui quitte le jardin du Luxembourg, qui passe donc juste à côté de notre plateau, pour tout vous dire. Emmanuel Macron accompagné toujours de Gérard Larcher, d'Hugues Rançon, qui va donc maintenant quitter, Karine, dans quelques minutes, ce jardin du Luxembourg. Alors Emmanuel Macron, dans son discours, Bruno Maillard a rappelé que les conséquences de l'esclavage sont encore là aujourd'hui. Quelles sont les conséquences justement de ce passé dramatique ? Elles sont nombreuses. Alors si on prend le cas par exemple des territoires d'outre-mer français, c'est effectivement déjà d'un point de vue économique et social, effectivement un certain retard par rapport à l'Hexagone. L'économie de plantation axée exclusivement sur le sucre par exemple et à un moindre degré sur le café et le coton a entraîné pendant très longtemps une surspécialisation de ces territoires qui étaient voués exclusivement à l'exportation vers l'Occident. Et lors de l'abolition jusqu'à quasiment la loi de départementalisation de 1946, les économies de ces territoires étaient centrées sur ces produits et donc a entraîné un certain nombre de retards de développement. Bien évidemment, je pense que puisqu'on doit parler aussi de reconnaissance, mais de réparation. La première des réparations de l'État, à mon avis, ce serait effectivement d'axer des politiques beaucoup plus fortes pour un développement économique et social plus fort de ces territoires. Le taux de chômage est encore très élevé sur un certain nombre de ces DROM. Le cas de la Réunion, par exemple, est intéressant, puisque c'est près quand même 27% de la population qui est au chômage.
Puisque on va dire au revoir à François Durper, donc, qui a quitté ce plateau pour laisser la place à Jean-Marc Ayrault, président de la future Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On peut dire maintenant que vous en êtes le président, on peut parler de la Fondation puisque ça a été officiellement dit aujourd'hui. Bonjour. Oui, enfin c'était un défi puisque l'année dernière, au moment du 70e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Panthéon, le président de la République avait annoncé la création de cette fondation. Mais en fait, c'est un mandat qu'il m'avait confié en quelque sorte pour y parvenir. Nous y sommes. C'est une date très importante que ce 10 mai 2019. Enfin, le dossier est prêt. Il est transmis pour le Conseil d'État par le ministère de l'Intérieur et pour obtenir la déclaration d'utilité publique. Alors ce n'est pas qu'une formule, parce que effectivement, comme on l'a dit à maintes reprises dans cette cérémonie du 10 mai ici, c'est bien une mission d'intérêt public que nous avons à accomplir. C'est d'aller au-delà de tout ce qui a été fait et des étapes importantes qui ont été rappelées, notamment la loi Taubira de 2001. Mais il faut que cette histoire soit encore mieux connue par nos compatriotes et en particulier la jeunesse. Et puis en même temps qu'on soit capable de faire vivre aussi l'héritage que nous avons en partage de cette histoire douloureuse, mais aussi une histoire de création, de richesse, d'invention, de valeur et qui fait aussi notre force. Et l'objectif de cette fondation, c'est non pas d'opposer les mémoires entre elles ou de faire de la concurrence des identités, mais c'est de renforcer les principes d'égalité et de fraternité, donc plus de cohésion nationale. On va revenir bien sûr sur le rôle de votre fondation, mais le chef de l'État dans son discours a dit qu'elle serait installée dans les tout prochains mois. Est-ce que vous avez une date un petit peu plus précise? C'est difficile de donner une date parce que le Conseil d'État a son calendrier, mais je crois qu'on peut dire que peut-être au courant de l'été ou à la fin de l'été. Et puis ça, c'est la création de la fondation juridiquement parlant, d'utilité publique, comme je l'indiquais à l'instant, mais c'est aussi l'installation dans les locaux. Et actuellement, vous savez que l'hôtel de la Marine est en chantier. Et donc ce chantier est toujours complexe et long, mais nous arrivons presque au but. Peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous serons non plus dans des locaux prêtés par le ministère de l'Outre-mer, mais nous serons symboliquement dans ce lieu qui a été à la fois le ministère des colonies, mais aussi le lieu du décret Schœlcher de l'abolition de l'esclavage. Qui fera partie de cette fondation? Est-ce qu'il y aura uniquement des historiens? Non, pas du tout. D'abord, les historiens seront, pas seulement les historiens, mais d'autres approches scientifiques seront dans un conseil scientifique près de la Fondation qui sera constitué d'un conseil d'administration de 15 membres dans lequel il y a à la fois des donateurs, mais il y a aussi des collectivités territoriales, des représentants d'associations mémorielles, un certain nombre d'institutions et de personnalités qualifiées. Et puis représentative de la diversité aussi de la France et de cette histoire. Et puis il y aura aussi un conseil des territoires, un conseil des mécènes, donc pour faire vivre en quelque sorte une approche collective, parce que le but de cette fondation, c'est pas d'être pliée sur elle-même, c'est de continuer à soutenir toutes les initiatives qui existent en France, dans l'Hexagone et Outre-mer, qui sont extrêmement riches et importantes, bien sûr dans les ports, les anciens ports négriers, mais aussi parfois dans des régions inattendues, où en 1789, au moment de la rédaction des cahiers de doléances, on avait déjà réclamé l'abolition de l'esclavage, sans avoir vu un seul esclave. Donc ce sont des choses qui sont essentielles pour la compréhension de ce qu'est la France. C'est-à-dire à la fois les pires choses qu'on ait pu connaître, comme l'esclavage, le code noir, mais aussi tous ceux qui se sont battus pour la liberté, les esclaves d'abord, mais aussi tous ceux qui ont cru aussi aux idées d'émancipation et de liberté et qui en ont été les représentants. Ils doivent être honorés, ils doivent être connus. Alors pour faire vivre cette fondation, il va bien évidemment vous falloir des moyens. Est-ce que là aussi vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les moyens dont vous disposerez? Pour être fondation d'utilité publique, il faut constituer un capital, 1 500 000 minimum. Nous avons recueilli 1 600 000 euros, donc c'est déjà... Vous avez eu du mal à recueillir ces fonds? C'est pas spontané. Il faut expliquer, convaincre. Parfois ça fait peur. Certains nous disent oui mais vous allez ressasser des histoires du passé, tournons la page, passons à autre chose. Alors qu'au fond ça s'explique. Hein. C'est notre histoire d'aujourd'hui, c'est pas seulement l'histoire du passé. C'est aussi des défis pour la société contemporaine. Donc
avec de la patience, beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, nous avons pu recueillir et constituer ce capital. Et je remercie vraiment les donateurs qui sont à la fois des donateurs privés, mais aussi les collectivités territoriales, adhérentes et fondatrices. Et puis il faut des moyens de fonctionnement. Donc notre budget sera d'un peu plus de 2 millions d'euros par an, la moitié par l'État, le président de la République va confirmer l'engagement, et puis l'autre moitié par des mécènes. Et nous avons pu recueillir des fonds pour avoir une lisibilité sur les 4 années qui viennent. Donc avec ça, nous pourrons mener des actions en direction de l'éducation, de la recherche, le soutien aux initiatives associatives, et puis en mettant en place aussi des outils numériques pour mieux faire connaître et partager cette histoire et accéder aussi à toutes les initiatives. Et puis évidemment une dimension internationale avec l'Afrique, et les Amériques et les Caraïbes. L'outil numérique que vous voulez mettre en place, est-ce que ce sera une sorte de musée virtuel? L'objectif, c'est ça. C'est bien sûr, vous savez que, comme l'a rappelé le président de la République, il y aura des liens très étroits avec le Mémorial Act en Guadeloupe, que j'ai eu l'occasion de visiter récemment, qui est un formidable outil qui va encore se déployer davantage. Mais il faut aussi avoir d'autres moyens, et l'idée d'un musée virtuel est à notre portée, parce que nous avons énormément de documentation, d'informations, notamment y compris de films, et qui sont sous-exploités, sous-utilisés. Donc il faut absolument qu'on mette en place cet outil. Donc pour ça, effectivement, on a besoin de moyens. C'est pourquoi quand je dis que nous avons réussi une performance de mobiliser des fonds publics et privés, mais il va falloir continuer, parce que si on veut dans la durée avoir une action d'ampleur, je lance encore un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore décidés et qui pourraient soutenir ce projet, qui sera vraiment un projet, je répète encore, d'intérêt public et d'intérêt national. Votre appel est entendu, Jean-Marc Ayrault. Vous restez avec nous. On va bien sûr continuer avec vous à parler de cette fondation, mais on va retourner un petit instant dans les jardins du Luxembourg, recueillir les réactions des personnalités au discours d'Emmanuel Macron, et notamment celle du sénateur Victorin Lurel. Il est au micro de Sandra Sercar. Nous sommes avec Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer et sénateur socialiste de la Guadeloupe. Alors la parole du président Emmanuel Macron était attendue. C'est la première fois qu'il préside cette cérémonie. Qu'avez-vous pensé de son discours? J'ai aimé sa présence, parce que l'an dernier, il s'était rendu au Panthéon, qui est une maison plus que respectable. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que le président commémorait d'abord les abolitionnistes. Venir ici au Luxembourg comme ses prédécesseurs, c'est bien, et j'apprécie, et nous apprécions tous. J'ai aimé son discours, il a fait un beau discours, il a bien marqué les choses, il a délivré une fois de plus une feuille de route. Vous connaissez mes désaccords avec le président de la République et sa politique économique notamment, mais là, c'est un beau discours, et j'avoue que là aussi, j'apprécie. Alors, j'ai quand même un petit doute, au-delà de l'hommage rendu au Mémorial Act, il faut qu'en terre hexagonale, il y ait un musée, à mon sens. Il dit qu'il y aura un mémorial, je ne sais pas sous quelle forme, Jean-Marc Ayrault est à l'œuvre, mais j'aurais aimé qu'en terre hexagonale, comme l'avait souhaité le président Chirac, qu'il y ait en terre hexagonale, ici, un musée consacré à cette affaire, et non pas chez moi. Ça nous fait plaisir en Guadeloupe. Elle a une vocation nationale. Il n'y aura pas concurrence, contrairement à ce qui a été dit, eh bien qu'il y ait ici, en terre hexagonale, un centre ou un musée dédié à cette histoire-là, qui est celle de la France. Et comment vous l'imagineriez, ce musée, pour incarner ce devoir de... Il faudrait faire autre chose que ce qu'a fait le Mémorial Act. À mon sens, cette histoire-là est tellement dense, si peu connue, qu'il y a matière à faire de très belles choses. Les lieux cités par le président de la République sont des lieux connus, appropriés, bien choisis. Faut-il avoir un édifice, un bâtiment ou simplement un monument? C'est le gouvernement qui décidera. Mais tout ça va dans le bon sens, et j'apprécie aujourd'hui cette cérémonie. J'émettrai un seul regret. Le président Chirac et tous nous avions voulu une cérémonie populaire. Elle n'est pas assez populaire. Il y a du monde, mais ici c'est l'élite. Donc c'est sur invitation. On a ouvert les invitations entre le 1er mai et le 3 mai. On se retrouve dans une sorte d'entre-soi. On dirait que je critique souvent, mais c'est vrai, il faut que le public qui passe là puisse venir entrer, au-delà des problèmes de sécurité. Je me retrouve avec mes collègues parlementaires, avec les ministres, les anciens ministres, c'est bien, mais le président devrait réfléchir à ça, le gouvernement devrait réfléchir à ça, en faire une cérémonie, une célébration, une commémoration qui soit populaire. Voilà.
Merci beaucoup Victorin Lurel d'avoir répondu à nos questions. Merci Sandra Cerquera. Alors on vient d'entendre Victorin Lurel, une cérémonie un peu plus populaire. Est-ce que la Fondation aura en charge les cérémonies à venir? Et si oui, est-ce qu'elle sera La plus vocation populaire de la Fondation, c'est de prolonger ce qui a déjà été fait, notamment après la loi Taubira a été créé le comité pour la mémoire de l'esclavage, donc qui va donc que la Fondation va prendre la suite, et donc elle aura à faire des propositions pour qu'effectivement, je partage ce que dit Victorin Lurel, pour réfléchir à ce que pourraient être ces commémorations, doit être plus populaire, plus festive, plus culturelle au fond. Tout en gardant l'esprit, notamment il y a le prix de la flamme de l'égalité qui récompense les classes de tout niveau de nos collèges, nos écoles, nos collèges et nos lycées, ça c'est vraiment fondamental. Mais je remarque que par exemple en province, pas seulement à Nantes, où je me rendrai tout à l'heure, où il y a une fête très populaire, mais c'est vrai, j'étais à Mont-Soleil-Mines il y a quelques jours, c'était vraiment un festival, c'était vraiment tout dans la rue, avec beaucoup de monde, beaucoup de couleurs, beaucoup de diversité, et ça, il faut qu'on retrouve ça. Mais quand vous dites plus important. populaire, plus festif, ça veut dire que la cérémonie du 10 mai l'année prochaine pourrait ne plus se tenir ici au Jardin du Luxembourg? Non, il y a sans doute qu'elle se tiendra là encore, parce que c'est un lieu très symbolique d'un point de vue historique, et ça c'est important de garder ces traces, mais on peut aussi imaginer qu'il y ait, en présence par exemple du président de la République, une commémoration qui se fasse en province. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'idées, c'est en train de fuser, et c'est en train de maturer, mais nous ferons des propositions. C'est très important qu'effectivement, au-delà du caractère officiel et solennel, il y ait une dimension populaire et festive. Un mot sur Christiane Taubira, puisqu'on doit beaucoup à Christiane Taubira, notamment pour cette journée du 10 mai, cette cérémonie ici dans les Jardins du Luxembourg. Quel sera son rôle à vos côtés? Alors, Christiane Taubira a accepté de présider un comité de soutien à la création de cette fondation d'une quarantaine de personnalités, mais la liste n'est pas limitative, et qui a été rendue publique à l'instant, ce matin. Et je la remercie beaucoup parce que j'étais député, j'étais même président de mon groupe parlementaire à l'époque, elle était membre de mon groupe, et j'étais à ses côtés lorsqu'elle a pris l'initiative de cette proposition de loi qui a été votée à l'unanimité du Parlement en 2001. J'ai beaucoup de souvenirs avec elle, de combats que nous avons menés ensemble. C'est qu'elle est une grande dame, et sa voix porte fort et haut et loin, et nous avons besoin d'elle. Et je pense qu'en effet qu'elle représente aussi quelque chose dans notre République, et elle rend service à cette République, et je tiens vraiment à lui rendre un hommage chaleureux et aussi très amical. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous retrouvons dans les Jardins du Luxembourg Sandra Cerquera. Sandra Cerquera, donc. Sandra Cerquera avec David Assouline, qui est le sénateur socialiste de Paris, pour une nouvelle réaction. Oui, nous sommes avec David Assouline, sénateur socialiste de Paris. Alors qu'avez-vous pensé de ce discours d'Emmanuel Macron? C'est la première fois qu'il préside cette cérémonie. Un très beau discours, et d'ailleurs celui du président du Sénat, Gérard Larcher aussi. Ce que j'ai apprécié, c'est l'évocation de la mémoire de l'esclavage, qui a une valeur très, très importante pour les nouvelles générations. Parce que cette barbarie, ce moment de l'histoire de l'humanité ne doit pas être oublié, mais aussi que les deux ont insisté sur l'actualité de ce combat. Il reste que 25 millions de personnes dans le monde, au moins, qui sont contraintes de travailler, qui sont d'une façon ou d'une autre soumis à un esclavage moderne. Et on a trop tendance à ne pas regarder cela en face, comme si c'est qu'une question du passé. Et voilà, donc je pense que c'est très important que cette cérémonie ait souligné les deux. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu cet hommage à la prix Nobel de la paix qui a subi cet esclavage est tout à fait significatif et bienvenu. Emmanuel Macron a aussi parlé d'une réforme des programmes du lycée pour traiter davantage de l'histoire, de l'esclavage. Il était temps, selon vous ? Oui, en général, il y a toujours eu du retard, on va dire. Ça a été pareil pour la Shoah et pour la mémoire de l'esclavage. Pas oublié, mais pas suffisamment mis en valeur, pas suffisamment enseigné dans un va-et-vient
entre l'enseignement historique, les faits, ce que c'était, l'enseignement aussi de ce qui a conduit à son abolition, parce que c'est pas venu du ciel. Des gens ont combattu, les esclaves eux-mêmes, mais aussi des consciences qui étaient souvent très isolées en leur temps pour ce combat. Mais aussi dans ce va-et-vient avec l'actualité l'on doit enseigner de ce que c'est que le civisme, tout simplement, parce qu'il y a encore ces situations d'esclavage qui existent dans le monde et qu'il faut continuer à dénoncer. Donc je trouve très bien que, venant du président de la République, ce signe soit donné pour que l'éducation n'oublie pas de transmettre et cette histoire et ses devoirs civiques. Merci beaucoup David Assouline d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, nous retrouvons toujours dans les jardins du Luxembourg Martin Baumer, vous êtes avec la porte-parole du gouvernement. Oui, c'est Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, Madame la Ministre. On a le président qui est venu, donc il y a les propos, mais il y a aussi le symbole du président ici pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Oui, tout à fait, ça démontre son attachement à ce que toutes les mémoires soient honorées en France, et en particulier la mémoire de cette histoire dramatique qui marque encore aujourd'hui beaucoup notre pays, et je crois qu'il était important que le président de la République soit présent aujourd'hui. Parce qu'il y a l'esclavage passé, entre guillemets, il y a l'esclavage moderne également, il a voulu aborder cela. Oui, je crois que c'était également un moment important de son discours, parce que encore aujourd'hui, à travers le monde, on a, suivant les évaluations, entre 20 et 25 millions de personnes qui sont contraintes au travail dans des conditions abominables, que ce soit dans les exploitations agricoles, parfois aussi du travail sexuel forcé. Et donc ces problématiques sont des problématiques qui sont toujours d'actualité et qu'il convient de combattre, et c'est ce à quoi nous a appelé le président de la République. Merci Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup, merci Martin Baumer pour cette réaction politique. Bruno Maillard, on va terminer avec vous. Prochaine date, c'est celle du 23 mai. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu autour de cette date ? Oui, alors comme vous le savez, le 23 mai, depuis la loi du 27 février 2017, est une date officielle comme le 10 mai. Alors, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, nous organisons une grande célébration sur la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pas Saint-Denis de la Réunion. Donc tout d'abord, il y aura donc le prix de thèse qui sera officiellement donné aux candidats, aux vainqueurs. Donc vous le saurez ça le 23 mai. Puis on va organiser aussi un grand village de toutes les associations culturelles qui travaillent sur cette mémoire de l'esclavage. Donc des associations de l'Île-de-France, de l'Hexagone, même plus largement des Antilles et de la Réunion, qui vont pouvoir présenter toutes leurs actions qu'elles organisent depuis des années et des années. Et enfin, il y aura un grand concert qui sera organisé, donc toujours sur la commune de Saint-Denis. Voilà. 23 mai, donc une cérémonie cette fois-ci populaire. Et d'ailleurs, François, il sera pour ce rendez-vous, une cérémonie en hommage aux victimes de l'esclavage, d'ailleurs. Aux victimes de l'esclavage colonial. François Durper, on va terminer très rapidement avec vous. Jean-Marc Ayrault nous disait que l'année prochaine, il souhaitait une cérémonie plus populaire, plus festive. C'est aussi votre avis? C'est bien que ça se passe comme ça? C'est important que ce soit une cérémonie populaire. C'est important aussi, Bruno le disait, mais c'est en off, il y a pas suffisamment de chefs d'État étrangers. C'est une histoire mondiale, on l'a répété plusieurs fois. Donc il y ait des représentants de nombreux pays, il y a des ambassadeurs, mais qu'il y ait aussi des chefs d'État étrangers, c'est important. On se rappelle notamment au Memorial Act, lors de l'inauguration, il y avait par exemple Macky Sall, le président du Sénégal, et d'autres présidents africains. C'est important aussi que cette mémoire soit une mémoire ultramarine, hexagonale, mais aussi africaine. Il y a encore beaucoup, quand vous allez dans les classes, il y a encore beaucoup d'enfants qui disent « Ah, mais les Africains ont vendu leurs frères, etc. » C'est à l'historien aussi de répondre à cette question, à ces questions que se posent les enfants sur cette histoire et ces préjugés qui continuent à être entretenus. Merci beaucoup François Durper. Merci également à Bruno Maillard d'avoir été nos invités sur ce plateau. Merci à Martin Baumer dans les jardins du Luxembourg et à Sandra Kersara. Sandra Cerquera. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont permis de vous faire vivre cette 14e cérémonie. Et très bonne journée à tous sur nos différentes antennes, Public Sénat, France Info, TV5 Monde et Réunion la Première. Merci à tous.